Fin juin, je suis parti pour une sortie gravel autour de chez moi. Il faisait super chaud, le thermomètre affichait 33 degrés. J'avais initialement prévu 80 km dont une bonne partie sur des routes forestières. Bon, au bout de 30 bornes, j'ai vite compris que ça passerait pas et qu'il fallait que je rejoigne un point d'eau. C'est l'inconvénient d'un gabarit comme le mien, j'imagine. Il me faut 700-800 ml à l'heure en activité, donc c'est sûr que ça peut vite limiter l'autonomie selon où je m'entraîne. Bref, j'étais au milieu de nulle part et il fallait que je change mon programme. Je n'avais pas de plan B concernant mon itinéraire, j'en ai donc créé un nouveau via l'appli Open Runner, en faisant en sorte qu'il passe par un village qui était à une dizaine de kilomètres de là où je me trouvais, puis qu'il me ramène à la maison. Ça m'a littéralement pris moins d'1 minute de créer la trace et de l'envoyer sur mon GPS Garmin. Au final, j'ai roulé 68 bornes, bon c'était quand même une chouette sortie, mais avec cette chaleur terrible, j'étais franchement bien content à ce moment-là d'être un utilisateur Open Runner et d'avoir pu ajuster mon programme à la volée. La fiabilité et la simplicité d'utilisation pour gérer mes parcours outdoor, c'est juste essentiel pour moi. Les plans galères, franchement non merci. Du coup, je n'hésite jamais à recommander Open Runner, que j'ai commencé à utiliser pour la petite histoire en 2012 pour mon premier GR20. Open Runner qui est également le sponsor du podcast. Open Runner, c'est donc une application mobile et un site internet. C'est 100% français et c'est développé à Annecy. L'équipe, qui est à taille humaine, est super réactive, sort régulièrement de nouvelles fonctionnalités et surtout, c'est une équipe constituée d'amoureux d'outdoor qui conçoivent donc un produit pour les amoureux d'outdoor. Allez, je vous donne mon top 3 des fonctionnalités que je préfère. La première, c'est clairement les fonds de carte IGN Topo 25, le must en France en termes de cartographie. La deuxième, c'est l'éditeur de parcours qui est juste super puissant. Ça vous donne le profil altimétrique, vous pouvez faire des fusions de parcours, de l'ajout de points d'intérêt. Bref, franchement, je dois utiliser peut-être 20% de ce qui est possible et je me régale. Et la troisième, c'est spécifique aux sorties vélo. C'est l'algorithme qui permet de créer des parcours typés plutôt route ou alors gravel cyclotourisme. Et du coup, vous passez pas du tout aux mêmes endroits et je trouve ça vraiment très très pratique. En conclusion, si vous êtes à la recherche d'une solution pour tracer, suivre, enregistrer et partager vos parcours trail, rando ou vélo, eh bien je vous recommande vraiment d'essayer Open Runner. De toute façon, c'est gratuit pendant 7 jours. Et si vous êtes convaincu, bonne nouvelle, vous pouvez bénéficier de 20% de remise sur l'abonnement Explorer avec le code FRAP20, FRAP20. Attention, cette offre expirera le 31 juillet 2024, donc dépêchez-vous. On avait très peur parce que c'était accroché en dessous du bateau, donc sûrement au safran ou bien à la quille, on ne sait pas, mais avec les efforts que ça faisait, à tout moment, ça pouvait créer une voie d'eau, quoi, de casser, d'arracher quelque chose et de créer une voie d'eau comme ça en pleine nuit au milieu de la mer. En plus, une eau qui est à entre 2 et 4 degrés, donc autant dire qu'on n'a pas envie de rester longtemps dedans. Vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous un frappé au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Toutes et tous partagent à mon micro des récits inspirants qui vont vous faire passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Ils sont 4 amis d'école d'ingénieurs, ils ont 22 ans et pendant leur année de césure, ils décident de monter une expédition. Et pour une première, on peut dire qu'ils n'ont clairement pas eu froid aux yeux. Ils décident de partir pour 5 mois à bord d'un voilier, direction le Svalbard, à 1000 km du pôle Nord. Ils emmènent du matériel de ski et leur quotidien devient simple. Naviguer pour être au bon endroit au bon moment afin de profiter de la neige vierge du littoral montagneux. Un quotidien simple, oui, mais bien évidemment riche en rebondissements, vous vous en doutez. Dans cet épisode, on parle d'une plongée de nuit dans une eau à 2 degrés, d'un secours en hélicoptère, de capture de drone à l'épuisette, mais aussi et surtout de souvenirs inoubliables entre amis. Excellente écoute à vous. Et juste avant ça, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui soutiennent financièrement le podcast sur Tipeee. Si vous souhaitez les rejoindre, c'est à partir de 1€ par mois et ça se passe sur Tipeee, TIPEEE/les-frappés. Autrement, le lien est en description. Excellente écoute à vous.
Allez, c'est parti. Eh ben, bienvenue à une partie de la team Kauna sur le podcast. Robin et Baptistin, je suis super content de vous recevoir pour parler de plein de choses, d'aventures, d'exploration, de projets entre potes. Je pense que ça va être très très sympa. Donc merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps pour venir témoigner de vos parcours au micro. Salut Loïc. Salut. Hello, hello. Bien, eh ben, je pense que l'introduction parfaite, c'est tout simplement que vous nous expliquiez ce qu'est Kauna avant qu'on passe à vos parcours perso plus en détail. Ouais, alors je peux me lancer. Kauna, c'était le nom, alors principalement du voilier sur lequel on a fait notre première expédition il y a un peu plus de 2 ans. Et ça a été du coup aussi le nom de l'expédition. Donc c'était une expédition dans l'Arctique où on est parti pendant 5 mois faire du voilier, du ski de rando et de l'alpinisme en Norvège et au Svalbard. Et après on a gardé le nom pour l'équipe qui a refait une autre expédition plus récemment ensemble, donc Robin, moi et 2 autres gars, en Patagonie. Excellent. Et donc Kauna, il y a un sens particulier ou pas vraiment? Il y a un sens quand même. Outre le bateau, le nom du bateau, en fait, c'est aussi une île hawaïenne qui vient d'un mot qui signifie la personne en qui on peut avoir confiance. Donc ça allait bien pour le bateau, en fait, parce que partir sur un voilier électrique en plastique dans les terres arctiques, eh bien, ça fait peur un peu. Mais donc voilà, on était sur notre voilier en qui on pouvait avoir confiance. Donc ça nous allait bien de garder ce nom comme le nom de l'équipe. Excellent. Excellent. Donc une équipe, vous l'avez dit, vous êtes, enfin je sais pas si c'est toujours le cas, mais vous étiez 4 sur la première expédition, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc on était 4. Il y avait Robin et moi et 2 autres donc aussi étudiants de centrale comme nous, qui étaient Yvan et Quentin. Et voilà. Et sur la deuxième expédition, on était 4 aussi, mais on a échangé 2 membres contre 2 membres des Arctic Fools, dont on pourra parler après. Yes, les Arctic Fools. Il y a les Arctic Fools que j'avais reçus sur le podcast il y a quelques temps, donc le lien est en description. Sacrée bande de frappés eux aussi. Allez écouter si vous ne l'avez pas déjà fait leur épisode. Et donc vous, Robin, Baptistin, c'est quoi votre histoire? Enfin, comment votre rencontre à tous les deux en particulier s'est faite et comment est-ce que la team Kawana a fini par se former, si j'ai bien compris, sur les bandes centrales, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, on est tous de la même école d'ingénieurs. On est partis en Arctique ensemble pendant notre césure. Et donc, c'est pendant les années d'études avant qu'on s'est rencontrés. On faisait tous de l'escalade. On était tous au même club d'escalade. Et c'est comme ça qu'on s'est d'abord rencontrés. On a été en coloc pour 3 d'entre nous les années avant de partir. Donc voilà, Ok. on, on se- on a eu le temps d'élaborer un peu les schémas dans la tête. Baptistin était également toujours présent dans les sorties de montagne, de clubs d'escalade, etc. Et donc, le projet de Kauna, c'est surtout Yvan et Baptistin qui commencent à l'imaginer pour leur deuxième partie de césure en voulant allier voile et montagne. Et le projet va prendre forme au fur et à mesure puisque Quentin et ensuite moi, on va rejoindre le groupe. Et puis avec ce trajet enfin le fait qu'on trouve d'abord un voilier nous permet de se dire ok, on peut être mobile, on peut partir de France et on va regarder où est-ce qu'on peut aller faire du ski de randonnée. Excellent. Excellent. Et donc, initialement, Baptistin, quand vous avez commencé à travailler sur le projet avec Yvan, l'idée, c'était dès le début de partir avec un équipage de 4 personnes, idéalement issues de Centrale ou pas forcément? Ça s'est conçu comment tout ça? Bah, initialement, on est parti un peu en tâtonnant. Le cœur du projet, ça a toujours été voile et ski de randonnée et alpinisme. À la base, on pensait partir au Groenland. Et puis finalement, il se trouve que vu qu'on a trouvé un bateau qui était en une coque plastique, donc pas une coque en acier, on s'est redirigé vers le Svalbard parce que c'était plus apte niveau conditions. Et après, pour les personnes qui nous rejoignaient, on était très ouverts, mais il se trouve que, surtout sur notre campus où on était, en fait, on pratiquait quand même majoritairement le sport ensemble avec nos potes de Centrale. Donc c'est naturellement que l'équipe s'est constituée autour de ça. Et surtout, ce qui était important pour nous, quand on savait qu'on allait partir sur un voilier pendant de longs mois,
c'était pas forcément d'avoir des gars qui seraient des grandes pointures de la voile, du ski ou quoi que ce soit, mais des gens avec qui on savait qu'on s'entendrait bien. Et donc Mm. c'est comme ça que Ouais. naturellement, ça s'est orienté vers les colocs et les potes pour monter le projet. Et oui, et voilà, juste pour clarifier, voilà, nous on était vraiment coloc, donc on partageait les soirées ensemble. Et par exemple, pour moi qui connaissais pas forcément le monde de la voile ou de la haute montagne, pas encore le milieu outdoor. Et ouais, comme dit Baptistin, c'est vraiment le, le fait d'être potes qui nous a rassemblés autour de ce projet, quoi. Excellent. Ouais, j'imagine que c'est peut-être un peu un prérequis euh, indispensable. Enfin, vous allez m'en parler, mais je suppose que, enfin, pour avoir vu le film, il y a eu des moments un peu plus tendus que d'autres, on va dire. Donc, j'imagine que le fait d'être déjà pote en amont, qui est peut-être cette relation de confiance établie, ça aide à surmonter certains challenges quand on part avec un bateau électrique dans des mers très très au nord. Mm. C'est sûr que même avant de partir, au final, l'aspect humain est un grand enjeu. Nous, on part 5 mois sur un voilier, en plus dans les régions froides. Donc, c'est-à-dire que l'extérieur du voilier est pas forcément très accueillant. Donc, on reste tous les quatre dans une boîte à sardines pendant très longtemps. Et il faut pouvoir bien s'entendre. Même avant de partir, là, voilà, beaucoup de gens nous prévenaient sur cet aspect-là. Il y a pas mal d'expéditions qui s'arrêtent avant la Ouais. fin pour des questions voilà, juste d'interrelationnel entre l'équipe. Et, Et ça, vous ben, l'aviez préparé d'ailleurs en amont ou vous aviez déjà fait des expériences un peu engagées tous les quatre? Bon, on n'a pas vraiment fait des expériences similaires parce qu'il y avait rien qui pouvait Ouais. remplacer l'expédition. Mais pendant tout le mois de janvier, c'est-à-dire que pour donner un peu la temporalité, le projet qu'on crée pendant plus d'un an en amont, mais il commence réellement en mars, donc début mars 2022, quand on quitte le port de Lorient et on part pour 5 mois de navigation. Avant ça, on a passé tout le mois de janvier en montagne ensemble, donc on était dans un chalet dans les Alpes où on sortait en fait tous les jours pour aller travailler des techniques de corde, faire de la cascade de glace, du ski, etc. Et justement créer cet esprit de cordée et voir comment on fonctionnait en milieu difficile, en altitude dans les Alpes, et bien s'entraîner, à la fois de l'entraînement physique donc, mais surtout créer un esprit de cordée. Hmm. Ça a été quoi du coup les grands apprentissages de ce mois en montagne avant l'expé? moi, je peux répondre honnêtement, hein. Avant de dire oui au projet, je n'avais jamais fait de splitboard, de ski de randonnée avec un snowboard. Et c'est avec ça que je suis parti en expé. Ah, tout simplement. Et en fait, le fait d'être avec les copains, ils m'ont donné confiance en me disant que ça serait possible d'apprendre assez rapidement pour se mettre au niveau et qu'on puisse partir tous ensemble. Donc il y avait ce développement d'esprit de cordée et même pour moi, de découverte, de rider des couloirs dans les Alpes, des choses que jamais j'aurais imaginé faire. Et puis d'un coup, je me mets dans le bain et hop, Baptistin il commence à descendre et puis là, il me laisse en haut. Donc j'ai qu'un seul choix, c'est de le suivre et de redescendre aussi, quoi. Voilà. Ouais. Excellent. Non, mais ça mettait bien dans l'ambiance parce que de toute façon, dès la première sortie, Robin il est parti sans ses pots de phoque et sans ses bâtons. Donc on a vu qu'effectivement il y avait à apprendre, mais très vite on s'est mis à bien fonctionner et puis voir qui naturellement évaluait mieux les risques ou qui était plus téméraire et ainsi de suite. Ok. Et le fait d'être 4 potes justement, tous, alors peut-être avec des niveaux différents, mais tous globalement, un peu attirés par l'outdoor. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu l'impression pendant ce mois de janvier là, que ça a créé un peu une espèce de peut-être une surémulation? C'est-à-dire que c'était un peu à celui qui montait le plus vite ou qui descendait le plus raide, ou est-ce que vous avez su garder, un focus sur, on est là pour apprendre et puis il y a des règles de sécurité qu'il va falloir qu'on mette en place pour l'expé en tant que tel? Bah, c'est vrai qu'on était un peu à se tirer la bourre et à la montée, on essayait d'avancer fort parce que c'était aussi un peu une logique d'entraînement. C'est-à-dire que même les jours où il faisait pas forcément assez beau pour aller faire des vraies sorties, on partait remonter le long des pistes de ski à côté du chalet pour juste faire des petits kilomètres verticaux. Donc c'était assez dans l'émulation, mais en même temps, on avait quand même en tête le départ en voilier et le fait qu'en ski, ça arrive vite de se blesser. Donc pas non plus essayer de trop forcer pour pas bêtement se péter un genou à un mois du Ouais. départ et devoir dire adieu à l'expédition, quoi. Mm. Je peux rajouter quand même que
il y a ce mois de janvier un peu qu'on a détaillé sur la préparation en montagne, mais c'est vraiment 6 mois de préparation assez intense pour l'expédition, où on va gérer beaucoup de choses administratives, beaucoup d'apprentissage complémentaires, typiquement pour eh bien, passer son permis voilier, pour passer son permis de chasse, car on y reviendra, mais il était nécessaire pour aller aux Svalbard, pour apprendre un peu les premiers secours, pour trouver des sponsors, pour voilà, donc, toutes ces choses-là, on les faisait en parallèle de la préparation physique, et donc ça nous mettait complètement dans le cœur du projet qui n'était pas seulement sportif, mais vraiment complet. Ouais. Bah, c'est vrai que ça, pour avoir vu du coup le film Kahuna, et puis pour être un peu allé regarder sur le site, ce qui est impressionnant, c'est justement l'aspect très complet en fait de ce que vous avez fait. C'était pas que de la voile, c'était voile ski, c'était pas en Méditerranée, proche des côtes, dans un endroit sécurisant. Vous êtes parti quand même vachement loin. Il n'y avait pas que du sport non plus, si j'ai bien compris. Il y avait un volet un peu scientifique, avec des expérimentations, des études menées à bord. En plus, il y a eu de la recherche de sponsors. Donc, ce qui est assez ouf, c'est de voir ouais, que vous avez. Enfin, ça a vraiment été un projet mené de A à Z et pas juste une petite virée sympa entre potes, quoi. Ouais, ouais. Pardon, oui, bah, oui, en fait, c'est aussi, quelque chose qui était important pour nous, c'est de montrer que, enfin de montrer et de faire en fait, de tout faire par nous-mêmes. Genre on avait aucune compétence, on n'avait aucune expérience dedans avant, même si on avait déjà fait du ski, on avait déjà un background d'études d'ingénieur, donc sur les parties scientifiques. Mais justement d'aller découvrir qu'est-ce que c'était de chercher des sponsors, qu'est-ce que c'était, de monter un protocole scientifique, un peu en partenariat avec les labos de l'école, mais aussi, par nous-mêmes en fonction de comment fonctionnait le bateau. Et c'était, ouais, vraiment, le cœur, en fait, du projet, au-delà de la performance, sportive ou de l'engagement, de risque, c'était de, construire par nous-mêmes, tout ce qu'on a pu, faire après, au cours du projet. Hmm. Sur la partie financement, pour être honnête, c'est vraiment le premier aspect qui, moi, m'a interpellé quand j'ai vu le film. Je me suis dit: «Mais comment ils ont fait?» Mm. Ne serait-ce que le bateau, les assurances, tout le matos. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu rentrer dans les détails de le budget que ça représentait, le budget global, et comment vous êtes débrouillé. Bon, vous étiez quatre, mais quand même, pour boucler un tel budget. Carrément. Et en plus, enfin, c'est très intéressant et nous, plus généralement, on a eu envie de partager beaucoup sur, comment préparer l'expé. On a mis sur notre site plein de rapports, même sur des bilans carbone, tous les impacts qu'on a pu faire, parce qu'on a envie un peu de voilà, de montrer ce que ça implique de préparer une telle expé. Sur l'aspect financier, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Nous, on était tous étudiants, on n'avait jamais trop eu de salaire, et cetera, donc on n'avait pas de ressources à mettre dans un projet comme ça. Mais on avait plein de motivation et et heu plein de promesses d'une belle aventure à raconter. Du coup, au début, c'était quand même assez difficile. Alors, le principal, point, c'est quand même de trouver un voilier, pour, faire une expédition de 5 mois. Nous, on a eu la chance d'avoir un proche d'Ivan, qui est le skipper, qui avait un voilier justement et qui était prêt à le louer. Et c'est comme ça qu'on a pu partir, c'est en louant un voilier. Bah, effectivement, ça a pris presque la moitié du budget total Ouais. que de louer le voilier, d'avoir les assurances, et cetera. Et puis ensuite, les autres postes de dépenses étaient sur l'achat de matériel qui nous manquait, donc de voile et de montagne, du matériel vidéo aussi, parce qu'on a acheté du coup des caméras, GoPro, drones. Et puis on peut compléter par le poste de la nourriture qui, 5 mois à 4 et cetera. En plus en Norvège, ça coûte un peu cher. Donc ça a monté jusqu'à 11 000 €. Donc si on refait un budget total, l'expé, c'est environ 60 000 € pour nous, avec 25 000 sur le voilier. Et ensuite, on va faire entre 10 et 15 K de matériel, 10-11 de nourriture, et puis ensuite un peu de tout, de provisions pour risque, de réparer une baume qui se casse en pleine mer du Nord, Ah oui, c'est plein de vrai. choses comme ça. Et pour équilibrer ce budget, il faut trouver des ressources, enfin des entrées d'argent. On
peut dire qu'on a 3 différents grands postes de financement. D'abord, on a eu des gens qui sont venus sur le voilier pendant l'expédition. Si on regarde le film, on verra que parfois on est un peu plus que 4, parce qu'on a invité du monde à nous rejoindre de temps en temps, pour 1 semaine, 2 semaines, partager les moments, que ce soit en voile ou sur certaines sorties de ski. Et ça, c'était super de partager l'expédition comme ça avec des amis ou même des gens de la famille. Et le fait d'être sur le bateau, ça permettait de diviser les coûts, puisque ils participaient comme 1/6 des gens qui étaient sur le bateau. On a essayé aussi de faire d'attraper des subventions publiques et de faire du crowdfunding avec nos connaissances, tout ça, donc en montant un peu un projet sur une plateforme de crowdfunding. Et Ça, là, ça a fonctionné ou mitigé? le crowdfunding, on a permis de financer par exemple à 5 000 €, donc c'était super pour Ok. nous. Donc c'est plutôt le réseau personnel, on va dire, de nos 4. Et le dernier gros poste de financement, c'est les sponsors entreprises. Où là, il a fallu donner confiance dans la bonne réalisation d'un tel projet. Et c'est difficile au début. Même si on fait son dossier, on essaye de montrer tout ce qu'on peut produire, etc. Eux, à la base, ils voient quand même 4 étudiants qui veulent partir en vacances. Et ouais, et donc il faut essayer de changer l'image qu'ils peuvent avoir de nous par défaut, quoi. On avait 22 ans quand on montait le projet. Euh, je comprends très bien que ça donne pas confiance. Mais bon, au final, à force de vraiment beaucoup travailler dessus, de même créer une vidéo de présentation, et puis on avait déjà commencé à faire quelques rushs, justement avec les sorties en montagne. Euh, on avait monté un petit peu ce qu'on pouvait faire, et ça a réussi à 2 semaines du départ à débloquer la plus grande partie du financement. On était tout contents. On ne savait pas comment on allait faire sinon, faire un prêt étudiant, d'autres trucs comme ça. Nous, de toute façon, on voulait partir. Et c'est ça aussi qui leur a donné confiance en disant c'est bon. Et si on dit oui, alors l'expédition se fera. Excellent. Ouais. Ouais, ça me fait repenser à quelques projets que j'avais fait aussi en école. Alors moi, j'ai pas fait ingé, mais commerce. Et c'est pour ça que je rigolais. Enfin, cette image du jeune, tu vois, jeune étudiant qui arrive avec son beau dossier, machin, et puis en fait, voilà, la première lecture du dossier, c'est ouais, tu veux que je te paye tes vacances, en fait. Ouais, voilà. Euh, ouais. En tout cas, bien joué d'avoir réussi à convaincre. Et en même temps, je suis pas trop surpris parce que quand on voit, enfin, je sais pas dans quel état était le site et votre com, enfin à quel niveau était votre com avant l'expé, mais là post-expé, enfin c'est vraiment très très clean et, et on voit qu'il y a, voilà, c'est hyper qualitatif, donc pas trop Merci. surpris a posteriori. Excellent. Donc, si je résume, vous trouvez le bateau via le réseau de Yvan, vous arrivez à boucler votre budget juste à temps de 60 000 € pour l'expé à 4 pour 5 mois, ce qui au final est pas non plus, enfin, Pas énorme. rapporté au nombre de personnes et au nombre de jours, c'est pas non plus délirant. Euh, et on est en mars 2022, c'est ça, quand vous partez de Lorient, ou juillet 6 ou En juillet? mars, ouais, on En part mars, en hein, c'est ça. Et mars vous et on revenez en revient en juillet. juillet, Ouais, exactement. exactement. Ok. 6 mars 2022, excellent. Et vous revenez en juillet. Ça se passe comment Enfin déjà, est-ce qu'il y a eu des gros rebondissements au-delà du budget qui a été difficilement, enfin qui a été bouclé au dernier moment? Est-ce qu'il y a eu des gros challenges que vous avez eu à gérer pré-expé, pré-départ? Alors c'était pas spécialement un rebondissement parce qu'on s'y attendait, mais le bateau en fait il était neuf quand on l'a récupéré. Et Ok. en fait, il sortait littéralement du chantier naval, ce qui fait qu'on avait prévu de prendre le mois de février pour. Bah, en gros, on avait dit janvier, c'est la préparation montagne, février, c'est la préparation voile, et à partir de mars, on part, en gros. Et en fait, le bateau, début février, il a toujours pas de. Il vient d'être mis à l'eau, il n'y a toujours pas le mât, il n'y a toujours pas les voiles, etc. Et après, finalement, avec un sponsor, on s'est dit, ah, mais ce serait bien de faire floquer les voiles, donc, parce que ça donne plus de visibilité, puis c'est quelque chose qui donne un beau cachet à l'expédition, d'avoir des voiles floquées. Et donc ça nous rajoute encore quelques semaines le temps que l'entreprise travaille dessus. Ce qui fait que finalement, on a pu faire notre première navigation à bord du bateau que 3 jours, quasi 3 ou 4 jours avant le départ. Ah ouais. Et où justement, comme on le dit dans le film, en fait, on fait un aller-retour jusqu'à l'île de Groix, c'est-à-dire qu'on sort de Lorient à la base, le port,
on fait une dizaine de milles pour aller en face, on dort dans le port et puis on revient. Et c'était notre seule navigation d'entraînement. Et sinon, tout le reste du temps, du coup, on était occupé à aller à droite à gauche, récupérer des colis de matériel, bricoler un peu sur le bateau, du coup, pour aider à finaliser les dernières retouches. Et donc, c'était un peu la surprise de est-ce qu'on sera prêt à partir? Et tout s'est fait vraiment au dernier moment. Mais Ok. on ne peut que imaginer le stress de Yvan, qui est le skipper et le seul qui est connaissant en voile, Il y avait de se vraiment dire, je vais conscience de ce qui partir. se passait, en fait. Bah ouais. Ouais, j'imagine que ouais, il a dû avoir des nuits peut-être moins reposantes Mm. que les vôtres juste avant le départ. Même si je pense que tout le monde, enfin, j'imagine que pré-exp, les quelques jours avant, tout le monde devait être à fond. Euh, juste pour qu'on se rende compte, côté matos, partir à 4 sur 5 mois avec un projet mixte voile ski, ça représentait quoi comme vous avez des chiffres un peu à nous donner sur, je sais pas, le poids de la bouffe, le volume du matos Bah, Euh, bah, je peux répondre sur le matos, mais effectivement, on n'avait pas forcément de poids ou de volume sur cette expédition-là, parce que justement, en fait, il y a quand même beaucoup de place dans un bateau. Ouais. Avec toutes les cales et tout ça, on se rend pas forcément compte de l'extérieur, mais on peut mettre énormément de choses. Ce qui fait qu'on a juste entassé tout ce qu'on s'est dit qui pourrait nous servir. Et après, on a utilisé ce dont il y avait besoin. Mais pas typiquement, on a eu un jeu complet de friend et de cordes d'Alpi qui sont quasiment pas sortis du bateau parce que justement, là, les occasions ne se sont pas présentées. Et alors, même moi, j'avais pris 2 paires de skis pour moi. Les autres, ils m'ont dit: «Ah, ça prend trop de place, c'est n'importe quoi, laisse-les au port». Bon, finalement, pour l'anecdote, moi, j'ai cassé un ski sur la première descente de l'expédition, donc à peine parti. Donc ça valait quand même le coup de prendre un peu de backup. Et c'est l'avantage justement du voilier, c'est que le voilier, il porte pour nous et on peut mettre énormément de choses dedans. Et après, niveau nourriture, en fait, on a rempli les cales autant que possible, à la fois de conserve et aussi de nourriture fraîche et un peu de boisson, beaucoup de fromage et tout ça. Et au fur et à mesure, en fait, on n'a pas tant compté. C'est juste que quand on arrivait, on se rendait compte que c'était un peu vide, on faisait un arrêt au port en Norvège pour remplir. Avant, il n'y a qu'au Svalbard, justement, on a fait un bon stock pour passer un mois là-bas en Hmm. quasi-autonomie. Ok. Ah, les courses en Norvège, on a dû les faire avec une expé en août l'année dernière. Vous avez dû les sentir passer, ça, Ouais. côté Bah, c'est budget. aussi ça, il y a eu un petit dépassement de budget, ouais, sur sur la chose. Ouais, je nous revois encore si Beaulieu et Arnold écoutent ce podcast à la caisse d'une supérette là, en Norvège. Je sais plus où est-ce qu'on était. On était dans où est-ce qu'on était? Minsund. Arrivé à la caisse, 900 balles. Ah, oups. Budget légèrement dépassé là, ouais. Mais bon, on était 10, donc Ouais. mais quand même. Ok, donc finalement avec le bateau, pas tant d'enjeux que ça sur. Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment eu de sacrifice de fait sur le matériel pour partir un peu plus léger ou avec moins de volume. C'est peut-être même mieux, non d'ailleurs, par grosse mer, que le bateau soit chargé ou pas? Alors, ça, je dirais que ça change pas grand-chose, Ok. parce que le bateau fait 14 tonnes. Donc, à part si on veut faire de la régate, donc de la course, on n'est vraiment pas à jouer sur 50 kilos, 100 kilos de différence. Ouais, ok, d'accord. Ok. Donc pré-expé, bon, vous découvrez, vous découvrez le bateau le 3 mars, vous partez le 6, donc j'imagine que vous faites la main dessus pendant la traversée de la mer du Nord. Les émotions au moment du départ, alors là vous êtes là que tous les deux, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, c'est quoi vos souvenirs, c'est quoi les scènes qui vous ont marqué vraiment au moment où vous quittez le port et que ça y est, l'expédition démarre pour de vrai? Bah, c'est, le moment où on part, c'est quand même un sentiment vraiment déjà de fierté, de se dire: «On a réussi à se préparer pour pouvoir partir, à pouvoir boucler, tout ce qu'on voulait faire» et en tant que tel, c'était déjà une réussite. C'était hyper joyeux, on était entouré par, nos proches, par les gens qui avaient suivi un petit peu le début du projet, quand on partait à Lorient. Donc c'était hyper festif de partir comme ça, à l'aventure, à 22 ans, se dire, «Ça y est, on va dans le grand Nord, on connaît pas et puis là, on va vivre 5 mois sur ce voilier qu'on n'a pas encore apprivoisé». Donc ouais, vraiment, foi une grande excitation au moment du départ.
Pour toi, Baptistin? Ouais, tout à fait. Bah, alors, il y a c'est vrai, beaucoup d'excitation et il y a aussi finalement, tout va très vite parce que, bah, en voilier, il y a tout le temps des choses à faire sur le voilier, surtout quand on quitte le port et qu'on vient de partir et donc finalement, même si on a, on pense un peu en arrière-plan que waouh, on est quelque chose de spécial en train de se passer. Moi, j'étais aussi énormément focalisé sur ce qui se passait dans l'instant présent parce que, bah, en n'étant pas expérimenté en voilier, ça prend plus d'attention d'essayer de faire les choses bien. Ce qui fait que c'est qu'après quelques milles de navigation qu'on se dit, «Ah oui, là c'est bon, là on est parti pour de bon, on voit plus le port, ça y est, on attaque», et avec le du coup le tour de la on a commencé par, contourner toute la Bretagne. C'était de la belle navigation. Excellent. Ah, vous avez d'abord fait, vous l'avez fait dans quel sens, du coup, le circuit? Bah, c'est qu'en gros on est parti de Lorient qui est au sud de la Bretagne. Ouais. On a contourné jusqu'à Dunkerque, enfin donc on a suivi la côte à peu près jusqu'à Dunkerque et de Dunkerque, on a traversé la mer du Nord, plein nord jusqu'en Norvège Voilà, ouais, OK, OK. et après on a remonté la côte norvégienne et c'est au retour en fait où effectivement on est passé par l'Écosse et on est redescendu par la mer d'Irlande, donc entre l'Irlande et l'Angleterre, pour revenir à nouveau à Lorient, cette fois-ci en juillet. OK. OK, OK. Fabuleux. Et donc l'Écosse, si j'en crois la carte là sur le site, il y a eu plusieurs stops. L'objectif là, c'était quoi? C'était déjà de skier? Il y avait encore de la neige à ce moment-là, Euh, mi-mars, fin mars? La Norvège alors, plutôt. Ah, en Norvège, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Écosse? Ouais. Ah pardon, Norvège. donc oui, quand on part en mars, on arrive fin mars, début avril, au nord de la Norvège. Et là, on va trouver les Lofoten, puis les Alpes de Lingen, tout au nord de la Norvège, qui sont déjà deux très très beaux terrains de jeu qu'on va découvrir pendant presque 2 mois. On va remonter au fur et à mesure et avec de la très très bonne neige, c'est le printemps là-bas aussi. Le, le jour s'allonge de plus en plus et puis dès avril, on peut voir même à 1 heure du matin, il y a plus vraiment de nuit. On transitionne sur le jour polaire. Et donc là, on va se faire le plus de descentes de ski possible en un temps, voilà, à chaque fois qu'il faisait beau, on sortait dehors. Voilà, c'était simple, c'était la règle, c'était de faire tout ce qui était possible au niveau de la navigation pour que quand le créneau météo soit bon et arrive, on soit en haut de la face pour pouvoir la descendre. Excellent. Du coup, la gestion de la météo, parce que ça aussi, ça s'apprend. Vous étiez tous les 4 dessus ou c'était Yvan qui s'y collait? Bah, sur la météo, la météo marine, en tout cas pour la navigation, c'était surtout Yvan qui regardait, en tout cas lui qui avait le dernier mot, même si, on regardait aussi. Et après en montagne, par contre, bah, on était, tous à regarder. Après, l'avantage, c'est que sur toute la Norvège, il y a quand même une, très bonne, couverture réseau. Donc on avait tout le temps, Ouais. Météo Blue ou ce genre de choses qui permettaient d'avoir des prévisions assez précises mais il fallait justement bien s'entraîner et bien apprendre à voir comment était la neige, comment étaient les conditions en fjord et en littoral parce qu'au Svalbard, pour le coup, on était complètement hors réseau et là, c'était alors il me semble que c'était le frère d'Ivan, le grand frère d'Ivan qui, nous a fait routeur et donc qui lui lisait les cartes des glaces et les prévisions, depuis la France et nous les envoyait par message satellite. Sachant que nous, on arrivait juste à charger les fichiers, windy, donc on avait les prévisions de vent, mais pas forcément les précipitations et tout ça. OK. OK, OK. Oh là là, je repense du coup aux images du film là quand vous parlez de la Norvège, des Lofoten, du ski et quelles images. C'est toi d'ailleurs, non, Robin, qui t'es formé en pilotage de drone avant le départ? C'est ça exactement, ouais. On s'était Bah dit que écoute, je te le c'était dis, super. bravo, bravo parce que franchement, les prises de vue, vraiment hallucinantes. Ah bah, écoute, merci bien. Bah, c'était un défi et le drone en expé comme ça, c'est très beau ce qui se passe en montagne, mais en fait, c'est encore plus dur de faire du drone en voile. Là, on devait être carrément à 4 pour pouvoir, faire en sorte que la prise de vue se passe bien. Parce qu'un voilier, c'est vraiment trop mobile. Ça avance, ça tangue, il y a les vagues de partout et quand on veut atterrir ou bien décoller, le drone, lui, il a envie juste d'être immobile, de monter, en l'air, simplement quoi, vertical. Donc ce qu'on faisait, c'était qu'il y avait une personne qui était à la barre, une autre qui réglait les voiles. Baptistin était le lanceur de drone, attitré, qu'il arrivait beaucoup à le lancer, à le rattraper et puis j'étais aux manettes pour qu'ensemble on puisse,
synchroniser les trajectoires. Et il se mettait en rappel en se tenant d'une main et puis en dépassant du bateau pour l'attraper au vol, alors que le bateau avançait toujours, était en train de prendre son bord, pour l'attraper en vol et ensuite le ramener à l'intérieur du bateau. Donc c'était vraiment hyper impressionnant à voir à chaque fois. Et puis très, très stressant, quoi. À chaque fois qu'il revient, on est content, on récupère ses rushs, on les sauve bien et on espère que ça se passera aussi bien la prochaine fois. Ouais. Ouais, pour ça, j'avais, de toute façon, je prenais des gros gants parce que Yvan, il a essayé une fois, sans gants. Il s'est retrouvé avec les doigts, découpés. Alors Et ouais. ça coupe bien. Donc moi, j'avais une espèce de gant de fauconnier, enfin, c'était un gant de chantier pour l'attraper et on avait quand même prévu dans le pire des cas une grosse épuisette et on s'est entraîné au port, en Bretagne à l'attraper à l'épuisette en vol. Mais, heureusement, on n'en est jamais arrivé là, pour pouvoir le récupérer. Excellent. Là, j'avais fait un épisode avec un médiaman. Donc, c'est les. Ouais, un médiaman, c'est en gros photographe slash vidéaste, caméraman embarqué sur les grosses courses au large, genre Volvo Ocean Race. Et il m'avait envoyé des. Il s'appelle Martin Kiruzore, s'il y en a qui veulent écouter l'épisode. Et s'il y en a, et je mettrai, j'essaierai de retrouver le lien vers la vidéo qu'il m'avait envoyé. Mais je sais pas comment il se débrouillait le gars pour faire décoller ses drones sur ces courses-là, parce que mer absolument défoncée au large, et clairement il demandait pas à l'équipage de se mettre face au vent pour que le bateau ralentisse et faire décoller le drone. Donc ça a toujours été un grand mystère de comment il arrivait à faire des vidéos pareilles en pleine mer avec des embruns de ouf qui montent à genre 4 mètres et son drone qui vole au milieu de tout ça. Mais bon. Quoi qu'il en soit, en tant que spectateur du film, c'était une très bonne décision que vous preniez un drone. C'était juste magnifique. Mm. Ok, donc là, Norvège, en gros, le premier toucher terre en Norvège, c'est mi-mars, c'est ça, à Trondheim? Alors c'est un peu avant parce que du coup, ce qui nous arrive, quand on est, quand la première fois qu'on voit les côtes de Norvège, c'est aussi le moment où arrive une des plus grosses péripéties de l'expédition. Ah, c'est là la baume. Exactement, voilà, c'est-à-dire que sur un empannage, on pensait contrôler. Alors bon, moi j'étais pas de quart à ce moment-là, donc et Romain non plus, donc on peut pas vous raconter en détail ce qui s'est passé. Mais il n'empêche qu'on a entendu un grand bruit et que, quand on sort, on voit la baume pliée en 2. Donc, la baume, je sais pas si pour ceux qui font pas de voile, c'est la partie, horizontale qui supporte la grand voile, derrière le mât. Donc c'est une grande pièce de métal qui fait, 6 mètres de long et là, sous le choc, elle se plie en 2 avec un angle de 30°, complètement inutilisable, donc impossible de continuer à naviguer, du moins dans ces conditions, et après on l'a enlevée, on naviguait sans grand voile. Donc ça a fait un premier toucher terre un peu anticipé, c'est-à-dire que dès qu'on a vu la côte, norvégienne, on a dû, se rabattre sur un port un tout petit port, de pêcheurs pour pouvoir, s'y arrêter et faire nos réparations, avant d'arriver du coup à Trondheim quelques jours plus tard, une petite semaine après une semaine à naviguer dans les fjords le long de la côte. Du coup, comment ça s'est passé le remplacement de la baume? C'est via le contact d'Ivan que l'envoi de la nouvelle s'est fait? Bah, C'était... le Vas-y, ouais, Baptiste. OK. En fait, le truc c'est que vu que, le bateau était neuf et que c'était quand même un gros projet et tout ça, on avait un très bon contact avec, JPK donc, les fabricants du bateau qui sont en plus une entreprise, c'est pas non plus, de l'industriel, à grande échelle, donc on pouvait, discuter directement avec eux et ils nous ont suivis en fait tout le long de l'expédition, ils étaient super réactifs dès qu'on avait des galères avec les moteurs qui étaient un peu, expérimentaux ou, avec quoi que ce soit, ils étaient super réactifs pour nous aider et donc là justement sur la baume qui pète, on les appelle tout de suite et là où on a eu beaucoup de chance, c'est qu'il y en avait une qui était, prête en fait à être, finalisée. Donc on a tout de suite pu avoir une nouvelle baume, qui était disponible pour nous à Lorient. Le truc, c'est que nous, on n'était plus à Ok. Lorient. Il fallait faire venir la baume jusqu'en Norvège. Et ça a été une histoire un peu plus compliquée parce que du coup, avec des transporteurs et tout ça, elle a mis finalement presque un mois à nous rejoindre. Elle nous a rejoint que à Tromsø. Nous, on était obligés de continuer à aller au nord parce que à la fois il y avait plus tant de neige au sud et puis il y avait des gens qui nous attendaient là-bas pour venir sur le bateau. Et donc au fur et à mesure, la baume nous suivait laborieusement en camion jusqu'à ce qu'elle finisse par nous rejoindre à Tromsø et que là on puisse faire la réparation qui au final en une demi-journée c'était réglé. Ok. Ah ouais, donc vous avez fait toute la côte norvégienne sans baume. Ouais. Ok. Et les moteurs, tu disais qu'ils étaient un peu expérimentaux. Si je me souviens bien, le bateau était 100% électrique, non? Alors, le voilier, effectivement, il a des moteurs électriques. Euh, et ces moteurs électriques, on les a effectivement utilisés un peu dans les fjords, notamment quand on naviguait que avec le génois, la voile d'avant, puisque ça aidait parfois quand il n'y avait pas assez de vent.
ou bien on restait simplement au génois et on allait moins vite. Mhm. Mais ces moteurs, du coup, ils ont besoin d'énergie. Il y a des batteries sur le bateau. Et les batteries, elles peuvent se recharger de 4 manières différentes. La première, c'est de les recharger au port. Quand on passait dans des ports, et cetera, pour faire du ravitaillement, et cetera, on pouvait recharger nos batteries. Et dans tous les ports de Norvège, beaucoup de ports en France, on peut se brancher comme ça. La deuxième, c'était avec les panneaux solaires. On avait des panneaux solaires à l'arrière du bateau. Ça doit ça doit être à peu près 10 de l'apport d'énergie au final, au total de l'expédition. Ok. Même ordre de grandeur pour l'hydrogénération. En fait, nos hélices des moteurs, elles pouvaient tourner en mode génératrice quand on avançait à la voile et donc Ok. recharger les batteries comme ça. Ça se faisait, une fois qu'on dépassait à peu près les 8 nœuds, donc les, 15 km/h, on arrivait à avoir un bon rendement de rechargement. Et puis on avait quand même la 4e manière, la solution de secours, qui était le groupe électrogène. Donc on avait, Ok. une réserve un peu de carburant sur le bateau aussi, parce que si jamais les batteries étaient vraiment à plat, dans ce milieu arctique où on était très engagé, et puis même pour la communication, pour plein de raisons, il fallait qu'on garde de l'énergie, on n'était plus du tout manœuvrant sinon. Eh bien, on avait ce groupe électrogène qu'on faisait tourner pour recharger un petit cycle de batterie. D'accord. Ok. Ouais, et pour préciser aussi, c'est que une des parties aussi nouvelles pour JVK, c'est de monter justement cette hydrogénération, donc le fait de ces moteurs qui se rechargent quand on navigue à la voile. Et c'est quelque chose que finalement nous on a peu utilisé, mais c'était surtout dû aux conditions dans les côtes. C'est-à-dire que vu qu'on suit la côte, on est souvent dans des fjords, on passe beaucoup de temps à virer de bord, on fait pas des longues distances à vitesse constante. Et c'est pour ça que finalement ça représente aussi peu de recharge globale sur l'expédition. Alors que avec le même système, si tu pars en transat, que tu fais plusieurs jours sous bon vent, Mmh. à tirer un grand bord dans l'Atlantique, là ça rechargera beaucoup plus. Ouais. Ok. Très bien. On arrive enfin au Svalbard. Donc vous avez votre nouvelle baume, tout va bien. La phase d'ailleurs, je sais plus lequel des quatre, mais vous disiez que vous avez eu des conditions très dures avant même d'arriver en Norvège, vous avez pété la baume. Moi je me rappelle d'une phase dans le film où il y a une petite régurgitation d'un dîner dans la nuit. C'était au même moment où vous avez eu encore d'autres conditions plus dures après la Norvège. En fait, de toute façon, en 5 mois comme ça, en voilier, on a le temps d'en avoir des tempêtes, ça c'est sûr. Effectivement, dans le film, on montre aussi un épisode, très, très tendu quand on est en train de remonter justement les côtes norvégiennes, un peu plus tard que la Baume. On avait déjà commencé à skier et cetera. On faisait une traversée, on était assez loin des côtes et en fait, on se prend une sorte de bouée, de filet. On ne sait pas trop, c'est la nuit encore, nuit noire vraiment. Un gros temps, hein, quand même, il y avait, entre 30 et 40 nœuds en fonction du moment. Donc une mer déjà bien agitée et on se retrouve bloqué au milieu de la mer parce qu'on est ancré, par ce filet, cette bouée Ah, qui il était sert. pas, c'était pas dérivant, il était fixé. Il était fixé, en tout cas nous on était fixés, ça c'est sûr. On n'avançait plus au GPS, on était vraiment bloqués et on avait très peur parce que c'était accroché, en dessous du bateau, donc sûrement au safran ou bien à la quille, on sait pas, mais avec les efforts que ça faisait, à tout moment, ça pouvait créer une voie d'eau quoi, de casser, d'arracher quelque chose et de créer une voie d'eau comme ça en pleine nuit au milieu de la mer. En plus une eau qui est à entre 2 et 4 degrés, donc autant dire qu'on n'a pas envie de rester longtemps dedans. Et ça a été, voilà, on s'est tous réveillés, on a du coup, alors c'est Baptistin qui est parti en rappel, on lui a donné un baudrier, on l'a, heu, on l'a assuré un peu comme s'il descendait de falaise, et puis il est allé dans l'eau, mettre sa tête avec, son couteau à la main pour, couper les attaches qu'on avait avec ce filet, quoi. Et Waouh. c'était vraiment une vraie mission. Il y avait les conteneurs, les porte-conteneurs qui commençaient à se dérouter puisqu'en même temps, on était quand même en lien avec la marine nationale pour leur dire que c'était un peu une situation compliquée et nous, on n'avait pas du tout envie que les porte-conteneurs, ils arrivent. Ils allaient remorquer le bateau, mais en fait tout arracher dessous, donc nous, ça voulait dire, fin de l'expédition. Ouais.
Et on avait que ce choix-là et effectivement ça a marché. On a réussi à repartir, donc on pouvait plus utiliser trop les hélices, on pouvait utiliser que notre voile d'avant et on est arrivé à se mettre, au petit matin, heu, sur un port et là ensuite on a plongé pour réparer le bateau. Mais effectivement au milieu de la nuit en fait de se battre comme ça contre les éléments, dans la nuit noire sans repère, ça a fait qu'on était tous très malades. Et quand il fallait aller chercher un couteau, des pinces et cetera, c'était à chaque fois l'un l'autre qui y allait. Il allait à l'intérieur du bateau et quand il ressortait, il donnait l'outil et puis hop, il passait par-dessus bord, ce qu'il avait à rendre à la mer et ensuite ça tournait comme ça, voilà. Excellent. On Et est donc tous passés, quoi. c'est lequel des 4 qui a été, malheureusement capturé par la vidéo? Ah, c'était moi qui étais dans la vidéo. Mais voilà, je n'étais pas seul. OK. OK, OK. Et Bah, donc d'ailleurs, in si on fine regarde bien, pardon, et si on regarde vas-y, bien, vas-y. on peut voir que Yvan avant, il en a un peu sur sa salopette de car, quand il fait ses appels, Ouais, à la radio. Oh là là. Et donc in fine, il y a eu effectivement de la casse, ou pas tant que ça? Bah, sur cet, épisode-là, ça va, parce que, finalement, en fait, c'était le moteur qui était coincé par toutes les cordages et tout ce qui s'était enroulé autour, durant l'événement. Mais, une fois qu'on est descendu en dessous et que du coup, c'est Robin cette fois qui a plongé dans le port pour, aller couper les cordages enroulés autour. Effectivement, il y avait, ni le safran ni l'hélice qui étaient tordus, donc on a pu repartir après sans OK. problème, ouais. Et là, vous aviez des combinaisons, étanches ou en tout cas bien épaisses? Ouais, pour ça, on avait, bah, acheté une combinaison justement pour ce genre de situation. Une combinaison de plongée épaisse, je peux 5 ou 6 millimètres, donc qui a resservi d'ailleurs à nouveau au Svalbard quand on avait recoincé, un un bout de corde dans le moteur, mais qu'on n'a pas pu utiliser quand on était au milieu de la mer parce que, vu le bazar que c'était à bord, c'était pas envisageable, de Ouais, ouais. s'habiller comme ça, quoi. Ouais, mais même de plonger complètement parce que tu étais attaché, mais En fait, j'étais attaché, j'avais un peu en gros, à la base, j'étais, à genoux, sur l'arrière du bateau, sur le plat-bord arrière, à essayer d'attraper la corde qui nous retenait et puis au fur et à mesure, plus j'essayais de tirer dessus, plus je descendais dedans. Donc j'avais toujours, je pense, les pieds, dans le bateau, mais j'avais, en fait, j'avais tout le corps, tout le torse dans l'eau, la tête dans l'eau pour essayer de couper le truc. mmh, les bons souvenirs d'expédition. Alors le Svalbard, on y arrive enfin, ça y est. Donc date d'arrivée, c'est quoi? C'est 26 mai, c'est ça? Ouais, je crois. Oui. Là, l'objectif, il y avait un objectif précis, vous saviez où est-ce que vous vouliez, vous poser? Vous aviez, identifié des ports naturels, où passer quelque temps? C'était quoi le plan, en arrivant là-bas? Eh bien, au Svalbard, donc archipel arctique, à 1000 kilomètres du pôle Nord, il y a une ville qui s'appelle Longyearbyen, qui est habitée par, un peu de commerçants pour le tourisme et puis des enseignants ou bien des étudiants qui viennent faire un semestre de recherche pour, la marine, biologie arctique et cetera. Mais il y a une ville de maximum de 1000 personnes et ensuite c'est une terre très grande, avec une superficie, je pense, au moins Rhône-Alpes et peut-être Rhône-Alpes-Auvergne c'est la pampa, quoi, voilà et donc nous, notre but, c'était d'aller, rejoindre cette ville, se déclarer, aller chercher, les autorisations nécessaires. C'était quand même, assez, difficile de les avoir. On a aussi dû, par exemple, louer des carabines, qui étaient là, depuis la Seconde Guerre mondiale, que les Allemands avaient laissées après être partis. Donc nous, on se retrouvait avec comme ça des carabines de 7 kilogrammes parce que comme il y a une faune, il y a des ours polaires, et il était obligatoire d'en avoir sur nous. Bon, bien sûr, on n'en a pas eu, besoin de les utiliser et puis il y a plein de protocoles et de choses à savoir pour éviter les situations de détresse comme ça, mais c'était obligatoire d'avoir, une carabine sur soi. Donc quand on skiait, par exemple, quand on montait et même quand on descendait, on avait une carabine dans le dos, quoi. Ça, c'était fou et donc c'était notre but, voilà, de prendre, tout ce qu'il fallait à Longyearbyen et ensuite, dès qu'on avait, tout le nécessaire, on partait, explorer le Svalbard en allant dans les fjords, en regardant les cartes et en se disant à chaque fois: «Tiens, cette face, on a envie de la descendre et bah, c'est parti, demain on y va».
le Voilà, c'est ça. rêve. C'est-à-dire qu'on fonctionnait pas énormément avec une prévision en disant on veut aller faire tel sommet, tel nom, cocher tel endroit sur la carte. Et c'était beaucoup plus explorer un fjord, regarder à la jumelle ce qui nous inspirait. Aussi, ça dépendait beaucoup des conditions de glace qui ont pas mal évolué en un mois. Donc, il y a à la fois les conditions de neige, mais aussi la glace dans les fjords qui permettent plus ou moins de naviguer. C'est pour ça que globalement, on savait juste qu'on voulait remonter la côte ouest et voir le long ce qui était faisable. Vous avez croisé des gens une fois que vous avez quitté Longyearbyen? On a croisé quelques bateaux, parce qu'il y a quelques bateaux de touristes. Alors déjà, il y a des voiliers alors, qui étaient un peu plus gros que le nôtre, mais qui prennent des touristes et qui leur font faire un peu le tour pendant quelques jours de la côte, mais sans quasiment jamais toucher terre, juste pour prendre en photo la faune et voir un peu les paysages. Et après, oui, on a eu une sacrée surprise. C'est-à-dire que quand on est un des points les plus au nord du Svalbard, on redescend pour aller à un bar. En fait, c'est un endroit très spécial qui s'appelle Texas Bar, qui est une petite cahute au milieu de nulle part, où il y a la tradition que tous les gens qui y viennent, tous les étrangers, ramènent un alcool de leur pays et déposent de la bouteille. Et puis ils peuvent boire aussi, du coup, c'est en accès libre, hein, il n'y a personne, il y a personne dans le bar, et peuvent goûter un peu ce qu'il y a sur place. Donc, vu que c'était un endroit un peu folklorique, on s'est dit qu'on y passait. Et à peine on y arrive, on prend un peu de temps sur place, et là on voit débarquer dans le fjord un énorme paquebot, un truc des croisières du Ponant. En fait, il y a des centaines de personnes dessus et qui font justement tout le tour de l'île pour ramener leurs touristes. Et les gars, ultra efficaces, d'un coup ils envoient une annexe sur le bord. T'as 4 types qui sortent armés pour sécuriser la zone au cas où il y a des ours. Ils ramènent des tables, des tentes, tout ça, enfin des tentes de mariage, quoi, pour faire boire un petit coup de champagne sur la côte à à leurs Ah touristes. ouais. Ça faisait une drôle d'ambiance, quoi, alors que ça faisait des jours qu'on avait croisé personne. C'était assez spécial. Ok, ouais, j'imagine, ouais. Le contraste, ouais. Ok. Ok, ok. Et du coup, enfin, globalement, vos impressions là, c'était, enfin, moi, l'image que j'en ai, j'ai jamais eu la chance d'aller au Svalbard encore, mais pour avoir discuté avec les Arctic Fools, avec Vincent Colliard, avec deux, trois autres personnes qui y sont allées, moi, l'impression enfin, ce que j'en retiens globalement, c'est que c'est vraiment, enfin, c'est ce que tu disais, c'est que c'est une immensité complètement vierge où il y a globalement absolument personne. Ça, c'est globalement le sentiment que vous avez tout le long de votre expé sur place là-bas. Est-ce qu'il y a d'autres choses enfin, globalement, comment est-ce que vous décririez cette phase de l'expé où vous êtes dans ce territoire loin de tout, complètement isolé et quasiment seul? Ah bah, disons que c'est un peu, c'est la c'est le bout du chemin, quoi. Ouais. On a fait 3 mois de voilier déjà, 3 mois d'aventure, et là, on arrive au maximum, de l'inconnu, voilà, de l'exploration des terres, des faces, de montagnes, qu'on a envie de rider. Et même si effectivement on croise un petit peu des bateaux sur les routes navigables, dès qu'on est sur terre, alors là par contre on est complètement seul. Le silence, c'est des silences magiques. On a le temps de créer vraiment, on se sent ultra libre, quoi. On a en plus une météo qui est superbe dans cette période-là, la plupart du temps. Mais le fait d'avoir 24 heures de soleil, ça te permet vraiment de te débloquer voilà, des moments où le paysage il s'ouvre complètement. On voit en même temps les reliefs, les crêtes, les montagnes blanches avec les fleurs de bleu comme ça, et puis qui sont remplies d'icebergs. Donc ouais, c'est vraiment magique, quoi. Et on s'amuse comme ça dans ce terrain de jeu pendant un mois. Excellent. À ce moment-là, je fais un espèce de méga accéléré. Vous étiez dans l'instant présent ou vous étiez déjà en train de parler de la prochaine expé qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps? Ah bah, pas du tout, non, en fait, enfin, en tout cas, moi j'y pensais pas du tout. Et c'est vrai que quand on vit nos expériences, c'est tellement intense, il y a tellement de choses à penser, dont il faut s'occuper en permanence, que on peut pas du tout se projeter sur la suite. C'est-à-dire que à ce moment-là, en fait, on vit tout à fond. Et même une fois rentré, en fait, même pour aller encore en avant, même une fois rentré, vu qu'il faut préparer le film, faire un peu ce qu'on pourrait appeler le SAV de l'expédition, mais c'est-à-dire que l'expédition, elle ne s'arrête, elle commence avant le départ, mais elle s'arrête bien après le Hmm. retour, ce qui nous laisse beaucoup de temps pour penser que à l'expédition.
et pas encore à ce qui va se passer ensuite. C'est que plus d'un an après qu'on se dit qu'on a envie de repartir et qu'on commence à réfléchir où est-ce qu'on pourrait repartir. Ouais. Mm. Ok. Même pour aller plus loin encore, moi, pendant le Svalbard, ma réalité était d'être un équipier de ce voilier qui, euh, qui parcourait les montagnes pour faire des images et faire du ski. C'était ce que je faisais. Je n'étais plus étudiant ou étudiant ingénieur ou quoi que ce soit, ou français ou quoi que ce soit. J'étais équipier de ce voilier, quoi. C'était la nouvelle réalité. Excellent. C'est beau ça quand tu arrives à déconnecter à ce point et finalement, bah, c'est d'où ma question à être. Moi, ce que j'entends, c'est que tu étais 100% dans l'instant présent et focus sur ce que vous étiez en train de vivre et pas nécessairement sur les tracas du quotidien, tu vois, trouver un stage, trouver un premier job euh, Ouais. ou autre. Non, mais tout à fait, parce qu'en plus en Norvège, on était encore un petit peu plus dedans. C'est-à-dire qu'on avait déjà le réseau tout le temps, donc mine de rien, tu passes quand même du temps sur ton téléphone. Et ça restait civilisé. Il y avait des villes, on croisait des gens quand on n'était pas dans des fjords trop éloignés. Et même les paysages rappelaient en fait les montagnes des Lingen ont des profils assez alpins, donc tout nous ramenait un petit peu à la maison, même si on était Ouais. quand même en expédition et qu'on vivait des choses extraordinaires. Au Svalbard, c'est tellement différent, c'est-à-dire que il y a plus de réseau, on n'est plus qu'entre nous-mêmes, le paysage ressemble à nulle part ailleurs parce que c'est complètement désolé, beaucoup plus érodé, avec des glaciers qui sont immenses par rapport à ce qu'on a pu voir avant. Donc tout en fait tout tranchait avec ce qu'on avait pu faire avant. C'est pour ça qu'on était à ce point séparés du reste du monde à ce moment-là. Comment ça se passe du coup la reconnexion Parce que bon, je sais pas si elle a été progressive pour vous, parce que vous êtes revenu. Finalement, ça a été quoi, une très longue navigation entre le Svalbard et l'Écosse, c'est ça? Ouais, exactement. Et ça, on a adoré ce retour parce qu'une fois qu'on finit le ski au Svalbard, on a un mois pour rentrer. Et ça change tellement des autres voyages qui peuvent être possibles où on va revenir en avion. On Ouais. va revenir en 24 heures, 48 heures. Et là, et en fait, on se rend compte que l'avion, ça donne une sorte de téléportation où ça te change vraiment de milieu d'un instant à un autre. Et le fait de rentrer comme ça en un mois, ça a vraiment permis de nous reprojeter dans le retour, hem, à la France, oui, à la chaleur, même aux odeurs, en fait, à plein de choses comme ça, à la nourriture, choisie, à la douche bien chaude et puis aussi, bah, à la société, à revenir avec, voilà, revoir plein d'amis, la famille et cetera. Le fait de revenir comme ça lentement, c'était super. Ouais, puis en plus on a pu avoir une approche un peu plus touristique sur la fin, où du coup on était en juillet, c'était l'été. Les gros enjeux de risque de l'expédition étaient quand même globalement derrière nous. Et donc, quand on arrive justement en Écosse, là, bah, on visite un peu des petits châteaux, bon, des châteaux médiévaux. On va faire des petites courses en ville. Donc, c'est ça, on transforme l'expédition en voyage sur la fin, en vacances, Mhm. comme ce dont on parlait au tout début, des étudiants en vacances. Et justement, ouais, ce dernier mois, ça permet vraiment une transition fluide pour le retour après chez nous. Ouais. Ça, on en avait beaucoup parlé. Enfin, je me rappelle surtout du témoignage de Vincent Lavrov des Arctic Fools, qui disait que pour lui, à chaque fois, c'était très, 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 très compliqué, ce changement brutal de expédition à trois au fin fond d'un milieu polaire arctique à retour à la civilisation à Nice ou ailleurs. Euh, et c'est globalement un thème qui revient souvent, donc c'est pour ça que je vous posais cette question, parce que bah, c'est la première fois que j'ai des invités qui ont fait une transition, on va dire, plus douce, en tout cas plus étalée dans le temps, via le bateau. Mais ouais, c'est clair que les retours d'expé, ça a globalement, c'est challenge aussi. Est-ce que du coup, il n'y en a pas du tout eu une fois que vous êtes revenu à Lorient, ou du fait de cette phase, on va dire, de retour lent à la civilisation, ou est-ce que voilà, le moment du débarquement et le passage dans la phase post-XP, le film et compagnie, est-ce qu'il y a eu là aussi quand même enfin, est-ce qu'il y a eu malgré tout des challenges? Ouais, je pense que c'est des questions, très personnelles. Je peux commencer à répondre, mais, moi, ce qui m'a beaucoup changé, c'est, la quantité de stimuli qu'on a par jour et en expédition, on en a tellement, on est toujours occupé, on n'a pas le temps vraiment de s'ennuyer. Même en voilier, si on fait son quart et bon, globalement, il va
rien se passer, on Ah, est quand même éveillé parce qu'on est, je t'ai on est perdu, Robin. responsable de la bonne conduite du bateau. Et quand Baptistin, t'es on là? revient à la vie en France ou en société, finalement, on a eu un changement de rythme de ce point de vue-là, qui est très, qui est aussi difficile à gérer en fait, où il faut du coup se retrouver plein d'occupations, parce que voilà, on est limite un petit peu accro à ce stimuli constant, quoi. En tout cas, pour moi, ça a été comme ça les premiers mois. Ouais. Moi, je pense que le choc, il est venu, un peu plus tard, en fait. Sur le coup, quand on revient en France, en plus, après, en fait, on passe direct dans la post-expé, mais vu que, déjà, sur le chemin du retour, on avait déjà commencé à dérocher, à trier les images, tout ça. Ça avait été, une transition plus normale et c'est, en fait, à partir de vers novembre, décembre, où quand il commence à y avoir de la neige en montagne, et puis on se dit, «Ah mais, là je suis pas en train de skier. Là je suis en France en train de taffer en en école d'ingé et je suis pas reparti, sur une expé» et c'est vraiment, ouais, le moment où on voit que, il se passe des choses en montagne et que nous on n'y est pas, que, là moi je me suis rendu compte que, l'expé était vraiment finie, quoi. Et du coup, on a bien échangé sur cette, 1re expé. On va faire plus court sur la deuxième, comme ça, en plus, ça incitera les gens à aller regarder le film, dès qu'il sera sorti. Donc, Robin, dis à Thomas qu'il s'active. Heu, On monte ensemble, on fait Vous tout faites tout ensemble. ensemble? OK. Donc, pour la petite histoire, parce que je pense qu'on se l'est dit en off, vous êtes en train de vous occuper du montage d'un film sur votre deuxième expédition, dont vous êtes revenu il y a assez peu de temps et vous êtes en ce moment en train de faire, le montage. Donc quelle a été cette deuxième expédition, dans les grandes lignes? Alors, cette fois-ci, on est reparti cette année, en 2024, de janvier à mars, pour faire de l'autonomie. On est parti en Patagonie pour faire une traversée nord-sud de la Patagonie à travers les rivières et les champs de glace, en autonomie totale. On est parti avec Baptistin au début. On a fait d'abord 20 jours de rivière ensemble. Et ensuite, au moment de monter sur le Campo de Hilo Sur, le champ de glace sud de Patagonie, on a retrouvé Thomas et Vincent pour le traverser ensemble à 4, en gardant toujours nous notre autonomie et eux en arrivant avec leur matériel nécessaire. Donc au final, ça fait 650 kilomètres parcourus, voilà, en autonomie totale, c'est-à-dire en portant tout avec nous. Dans les rivières, nous étions en packraft, donc c'est des kayaks gonflables, et on mettait notre matériel dessus. On avait 100 kilos de matériel au départ. Et puis ensuite, quand on monte sur les champs de glace, on transitionne en ski et poulka, c'est-à-dire les poulkas, c'est les luges, les traîneaux qu'on va avoir avec nous. Mais ce matériel, on l'a aussi porté sur le kayak, et aussi bien que la nourriture de 50 jours qu'on avait prévu. Ouais, donc, grosse expé, là pour le coup, j'imagine que le poids et le volume avaient son importance par rapport à la première. Ah ouais, là l'approche était totalement différente et vraiment, avant le départ, on s'est retrouvé à peser en fait tout ce qu'on prenait et peser comparer le poids des mousquetons, voir est-ce que, il valait mieux prendre 2 maillons rapides, mais est-ce qu'avec un ça suffisait pas? Et en fait par, tranches successives, le but c'était de réussir à partir avec moins de 100 kilos quand même et finalement, on s'est rendu compte qu'on serait parti avec beaucoup plus si on avait été en illimité, mais qu'en réduisant la voilure, on arrivait à partir en sécurité et quand même avec un matériel suffisant. Mais ouais, là, c'était beaucoup plus axé justement, beaucoup plus le cœur de la préparation qui était, moins de l'entraînement ou ce genre de choses, parce qu'on avait déjà du coup l'expérience précédente, mais plus, du rodage, technique pour être sûr Mmh. d'avoir le bon matériel pour faire les bonnes choses. Et c'était quoi l'objectif, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné les Arctic Fools se sont retrouvés mêlés à votre expé? Mhm. Et il y avait beaucoup d'objectifs dans cette expédition. On en avait un déjà sportif, d'arriver à faire cette trace. On avait on avait envie d'être plus que deux pour traverser le champ de glace, qui était vraiment, enfin qui est une mission assez engagée, notamment avec les crevasses qui peuvent s'y trouver, et de traverser à plus que deux, donc trois ou quatre. Ça donne beaucoup plus de sécurité sur la cordée, si jamais il y en a un qui tombe. Donc c'était un des éléments majeurs. Les Arctic Fools ont aussi amené pas mal de matériel vidéo pour que justement on puisse raconter cette expédition également.
Et puis un des objectifs majeurs de l'expédition, c'était d'y aller sur ce champ de glace pour récupérer des échantillons de neige et en collaboration avec des laboratoires chiliens, de mener une étude sur la présence de microplastiques au sein de ce champ de glace. D'accord. Ok. Je crois savoir que tout s'est pas tout à fait déroulé comme prévu initialement, comme bien souvent en expé. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce à quoi vous avez dû faire face, il me semble, une fois que vous êtes arrivé sur le champ de glace? Ouais, bah, c'est qu'effectivement les plus gros imprévus, on va dire, les plus grosses difficultés, elles ont eu lieu quand on est arrivé sur le champ de glace. Même si c'était déjà pas facile, dans la partie Pacraft, mais il y a eu moins d'imprévus. Les choses se sont passées plus ou moins comme on s'y attendait. Et quand on arrive sur le champ de glace, faut se dire que pour, donner du contexte, nous on part, sur le mois de, mi-janvier, enfin on arrive mi-janvier au Chili, mais finalement on part plutôt fin janvier dans l'expédition et on comptait, faire, 7 ou 8 semaines, d'autonomie, 50 jours. On avait 50 jours de marge et ça c'était des contraintes personnelles qui faisaient qu'en fait on pouvait pas partir, sur un autre créneau dans l'expédition. Et on savait, on nous avait dit et puis on le savait que le glacier en été risquait d'être ouvert, assez crevassé et enfin le champ de glace et que, c'était, une période du coup, qui n'était pas forcément idéale. Mais normalement, il devait y avoir un passage. En tout cas, les cartes des scientifiques et globalement les relevés des précédents repérages, pas par nous, hein, mais montraient que le cœur du glacier, du moins, était, pas trop crevassé et que les zones de crevasse se concentraient sur les zones de dénivelé ou de changement de pente. Et en fait, quand on est arrivé dessus et qu'on a commencé à avancer, déjà on a eu beaucoup de brouillard, en fait, une météo assez chaude, donc avec beaucoup de brouillard et d'humidité, pas tant de froid comme on s'y attendait. Et le brouillard, ça rendait l'avancée dans les zones de crevasses très, très dangereuses. Et surtout, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de crevasses qu'attendu, notamment dans des zones qui étaient supposées sûres, qui étaient avec des trous de 40 mètres enfin des crevasses de 40 mètres de large. Donc c'était assez terrifiant. Ah ouais. Et au fur et à mesure qu'on avance, en fait, on se rend compte finalement que toute la partie entre le volcan Lautaro et la zone du glacier O'Higgins, en fait, il y a une barrière de crevasses. Il y a toute une zone de crevasse extrêmement large qui barre tout le champ de glace, qui empêche du coup la traversée nord-sud comme on voulait la faire. Ce qui nous a obligés à nous dérouter et essayer donc par contournement successif d'éviter ces crevasses pour finalement ne pas réussir à les éviter et se retrouver bloqué un peu dans une zone au milieu du champ de glace. Du coup, l'issue, qu'est-ce que ça a été? Voilà. Donc là, à ce moment-là, on avait la possibilité. On avait encore quelques jours de nourriture, mais on avait du mauvais temps qui arrivait devant nous, donc ça nous aurait été obligé en fait de passer 4 ou 5 jours dans la tente, à laisser passer la tempête, pour après avancer avec les 5 jours de nourriture qui nous restaient. Et dans une zone qu'on voyait très crevassée et aussi cette fois, donc en fait, il faut se dire qu'il y a, je donne le contexte avant de raconter l'issue, mais il y a un peu 2 types de crevasses. Il y a les crevasses des zones glaciaires, donc où c'est sur de la glace bleue, et ça va être des petites crevasses qui vont faire 1 mètre à 2 mètres de large, qui sont dangereuses, mais qu'on voit et qui vont surtout ralentir la progression parce qu'il faut faire quelque chose de très sinueux pour les éviter. C'est sur de la glace, donc en fait, il faut souvent y aller en crampon plutôt qu'à ski, etc. Et après, dans les zones en neige, le cœur de la calotte, il y a les grandes crevasses, et là, qui sont en fait des fractures qui font 20-40 mètres de large, qui s'étendent sur des kilomètres, et qu'on voit pas toujours parce qu'il y a justement des ponts de neige au-dessus. Et ce qui fait que les ponts de neige, en hiver, ils sont assez épais, on peut passer partout, n'importe où. Et nous, qui étions en été, donc en été de l'hémisphère sud, bah, ces ponts de neige étaient extrêmement fins, voire effondrés par endroits, et c'était un peu de la roulette russe de passer par-dessus. Et à ce moment-là, du coup, on voit que autour de nous, il y a que soit des kilomètres et des kilomètres de zones de glace bleue qui vont nous prendre en fait des dizaines de jours à traverser et on n'a pas la nourriture pour, soit des parties en neige blanche mais dont on sait qu'elles sont crevassées, où en fait c'est jouer à la roulette russe pendant toute la journée Ouais. en espérant sortir. Pas du tout envisageable. Vu qu'il restait un jour de beau avant la tempête, on a appelé un hélicoptère pour nous sortir de là. Donc, c'est donc un gars, Philippe, avec qui on avait discuté avant et qui était justement prêt à nous faire un secours si nécessaire. Et on l'a appelé pour faire donc une évacuation, pour se faire évacuer du champ de glace, justement avant d'avoir besoin d'un secours, c'est-à-dire avant que la situation dégénère et qu'on se retrouve au fond d'une crevasse ou pris dans la Ouais. tempête. Punaise. J'imagine que comme toujours dans ce genre d'aventure, c'est pas évident d'y mettre un terme, de manière anticipée. Mais d'un autre côté, là, de ce que j'entends, c'est que clairement, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. C'était complètement irraisonné d'essayer de poursuivre à tout prix.
Ah bah, c'est sûr. Mais et même en fait, on a tout essayé quoi. C'est-à-dire que cette ligne de crevasse, qui nous barrait la route pour le sud, on l'a explorée. On a essayé vraiment à plein d'endroits de passer et puis, même au dernier moment où on se disait: «Bon, ça passera pas», on a cherché à aller jusqu'à la dernière langue de neige qui nous faisait aller le plus au sud parce que nous, on était, tellement motivés pour continuer notre race et en fait, cette décision de s'arrêter, alors carrément, elle est difficile à prendre, mais dans ce contexte-là et avec tout ce qu'on avait, parcouru déjà, il y avait pas de doute. Il y avait Ouais, aucun doute à se faire, c'était la seule solution. ouais. C'est quoi peut-être du coup pour conclure, sur cette 2e expé et se rapprocher, doucement mais sûrement de la fin de l'échange, c'est quoi les grands apprentissages, que vous retirez de cette, 2e expé? En tout cas tous les 2 puisque vous je crois qu'Yvan était impliqué mais à distance, hein, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Yvan, il nous faisait le routage météo. C'est-à-dire que là, du coup, pendant toute l'expédition, on était hors réseau. Et donc, on avait juste une balise satellite qui nous a servi notamment à appeler les secours. Et c'est Yvan qu'en fait, qui nous faisait l'interface à la fois pour envoyer les nouvelles de ce qui se passait à nos familles et puis surtout pour nous envoyer les prévisions météo au jour le jour. Après, du coup, pour les apprentissages, ça a été. En fait, c'était une expédition qui est beaucoup plus compliquée que la précédente, parce que la précédente, en fait, on est venu vraiment avec beaucoup. Elle s'est passée avec beaucoup d'insouciance et globalement tout s'est bien passé. Celle-là, elle nous a fait beaucoup grandir. On a, je pense, beaucoup plus pris en maturité avec cette deuxième expédition qu'avec la première. Et ça nous amène aussi à. Alors, il y a plein d'aspects, et c'est encore très récent parce qu'on est rentré depuis un mois et demi, donc ça, c'est encore frais dans nos têtes. Mais il y a un aspect qui montre aussi que les projets, c'est tout l'intérêt des projets qui sont pas monodimensionnels. C'est-à-dire que notre projet, on aurait pu le résumer à dire on voulait faire une traversée du champ de glace, et cet aspect-là, de coup, ça aurait été finir sur une note négative en disant on n'a pas fait la traversée. Mais vu qu'il y avait tellement de foisonnement autour, qu'il y avait l'idée d'enchaîner en autonomie le packraft et le ski, et surtout qu'il y avait la recherche scientifique dans la zone de ramener des échantillons de neige, vu que tout ça, ça a été des succès, ça fait que l'expédition reste quand même très positive. Et on Mmh. attend avec impatience d'ailleurs les retours des scientifiques à qui on a remis les échantillons et qui sont en train de les analyser en ce moment même. Je sais pas si Robin, tu avais d'autres apprentissages sur l'expédition. Mmh. Ah non, mais globalement, je suis d'accord avec toi. C'était, une expédition exceptionnelle avec un degré d'engagement encore plus fort que la précédente et on on revient aussi avec des paysages magnifiques en tête, des moments hyper forts, des des moments très, difficiles même physiquement aussi, d'efforts, de marcher, transporter nos 100 kilogrammes de matériel, au fur et à mesure des kilomètres. Ça fait des souvenirs vraiment hyper forts et qui vont rester pendant longtemps et outre la fin qui a été, qui est arrivée un peu prématurément, l'expédition, ouais, c'est des souvenirs, c'est une réussite que vraiment, je pense, on pourra en rester fier encore, assez longtemps. Excellent. Du coup, la projection de tout ça, ça va être, c'est pour 2024 tu penses, Robin? On vise, voilà, pour ce film-là, on vise de finir, d'ici la fin de l'année 2024. Par contre, pour le film de l'expédition en Arctique, de la première expédition, on le postera sur YouTube dès le 2 juin et il sera disponible pour tout le monde. Ah, trop bien, excellent. Bah, celui-là, pour l'avoir vu, je vous le dis, allez le visionner dès qu'il est dispo. On reste en contact, je mettrai le lien, en description de l'épisode dès que ce sera fait, vous me préviendrez. Mais ouais, clairement, à aller visionner pour en prendre plein les yeux. Eh ben écoutez, un grand merci, les gars. C'était génial de vous avoir sur le podcast, de découvrir, de l'intérieur du coup comment sont montées ces 2 expés, surtout la première, de comprendre un peu, toutes les phases qu'il y a eu avant qu'il y ait finalement ce départ pour l'Orient et puis surtout d'en apprendre plus sur ce que vous y avez vécu, ce que vous en retenez. Est-ce qu'il y a, pour faire un peu de teasing au-delà du film, est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare avec Kauna dans les années à venir ou pas encore? Alors là, on va avoir du mal à annoncer en avant-première de nouveaux projets. On a plein d'idées en tête, mais c'est vrai qu'on réfléchit pas mal les projets les uns après les autres. Donc
Pour l'instant, le principal teasing, c'est donc peut-être que quand le podcast sortira, le film sera déjà en ligne, et donc la sortie en festival du film de Patagonie. Et on verra aussi en fonction de l'accueil et de comment ça se passe, les nouveaux projets qui se créent derrière. Yes. Et donc suivez-nous sur Instagram, vous aurez tout dès qu'on aura les idées. Parfait, donc les liens en description comme d'habitude pour Insta. Merci une fois de plus à tous les deux, et je vous dis Robin, bon courage, je sais pas Baptistin si t'es impliqué, mais Robin, bon courage pour le film, et puis à une prochaine très certainement. Ouais, merci beaucoup pour l'accueil. Merci Loïc. Merci d'avoir écouté cet échange avec Robin et Baptistin jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura, pourquoi pas, peut-être inspiré à vous lancer dans vos propres projets. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager cet épisode à un maximum de personnes autour de vous, et de manière générale, si vous souhaitez soutenir le podcast, eh bien parlez-en, là aussi, parlez-en, le bouche à oreille est un moyen extrêmement simple et efficace de faire connaître le podcast. Pour rejoindre le groupe des tipeurs, les auditrices et auditeurs qui soutiennent financièrement le podcast, c'est à partir de 1 € par mois, eh bien ça se passe sur le site Tipeee, tipeee.com/les-frappés. Autrement, le lien est en description. Merci pour votre fidélité, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel on va parler de sport à haut niveau et de handicap. À bientôt.